Bonsoir à tous et bienvenue à vous ici au Parlement européen de Strasbourg où nous sommes pour cette page spéciale dans le 19-20 de France 3 Normandie. Page spéciale consacrée à un sujet qui va nous occuper de longs mois, le Brexit et la pêche. Un sujet très sensible, très touchy comme disent les Britanniques. Et nous sommes avec trois invités pour évoquer ce sujet. Richard Corbett, vous êtes député européen britannique, vous êtes membre du Parti travailliste, vous avez donc vécu le mois dernier au mois de décembre, une vraie lame de fond au Labour avec ces nouvelles élections législatives en Grande-Bretagne. David Cormand, bonjour. Vous êtes élu normand, membre d'Europe Écologie Les Verts en France et vous êtes donc membre ici au Parlement européen du groupe des Verts. Et puis un député de la Manche qui fut ministre. Bonsoir, Stéphane Travert. Vous avez été ministre effectivement dans le gouvernement d'Édouard Philippe, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche. Et c'est à ce titre-là que vous êtes avec nous. Je vous propose de commencer tous les trois par se remettre un petit peu des images en mémoire et de voir quelles sont l'histoire des relations conflictuelles et parfois très très violentes entre pêcheurs britanniques et pêcheurs normands. En fait, on va recommencer avec des images que vous connaissez, que vous avez déjà vues. C'était en 2018. Les images ont fait le tour du monde. 2018, des navires anglais et français s'abordent en pleine mer. Une nouvelle bataille pour la ressource en coquille Saint-Jacques, l'un des derniers épisodes les plus forts des relations parfois tendues entre professionnels de la mer des deux côtés de la Manche. L'histoire pourrait remonter aux origines de la navigation et débute le long des côtes britanniques. Depuis toujours, c'est là où se trouve le poisson, c'est donc là que les pêcheurs français et notamment les Normands ont leurs habitudes. On a toujours été pêchés au large des côtes britanniques. Toujours. Il y a toujours eu une flotte de pêche énorme. Il y avait des cordiers, beaucoup de cordiers qui allaient pêcher en Angleterre. Il y avait des bases avancées de Français qui débarquaient en Angleterre, qui rapatriaient leurs marchandises par ferry. Dans les années 60, à bord du Jacques Louise, Daniel Lefebvre y découvre alors le métier et les eaux anglaises. On montait jusqu'à l'entrée du canal Saint-Georges, en face Milford-Haven, l'île Lundy, et puis toutes les eaux, un peu moins en Manche Est, parce que la tradition des Charbourgeois, c'était plus la Manche Ouest, donc toute la Manche Ouest, et jusqu'au canal Saint-Georges. En 1964, Londres impose un premier accord sur les zones de pêche. Il interdit l'accès à ces eaux jusqu'aux 12 000 nautiques, soit 22 km, sauf exception. La Convention crée en effet également une zone, toujours d'actualité, entre les 6 et les 12 000 Anglais, ici en jaune sur la carte. Au cas par cas, selon leurs droits historiques, certains pays, dont la France, sont autorisés à y pêcher. Mais attention à ne pas franchir les limites. Les contrôles, je peux vous assurer, quand on parlait avec les anciens, c'était pas de la rigolade, hein. Donc c'était encore avec les hommes armés, mitraillettes et tout. C'était le déroutement vers la Grande-Bretagne, le jugement, la saisie, plus ses amendes, etc. Donc les relations étaient quand même assez épineuses. En 1973, l'adhésion du Royaume-Uni à l'Europe va permettre de réserver le reste de la Manche aux pêcheurs des pays membres. Mais quelques années plus tard, avec le développement de la pêche aux crustacés, une nouvelle querelle va naître entre caseilleurs anglais et chalutiers français. Nous, on perdait du temps parce qu'on pêchait des casiers, c'est pas de la rigolade. Eux perdaient des casiers, perte de temps pour tout le monde. Et ils appelaient leur marine et ils nous contrôlaient. Et à force de contrôle, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Les pêcheurs vont alors tenter de rejouer l'entente cordiale. On s'est dit, il faut trouver une solution, il faut que tout le monde travaille, tout le monde a besoin de gagner son pain, plutôt que de se taper sur la figure à coups de fusil ou à coups d'élingue ou à coups de canette de bière quand on s'abordait, voire casser des bateaux. Donc on s'est dit, on se met autour d'une table et on va essayer de trouver une solution à nos propres problèmes, à une seule condition, que l'administration et l'Europe ne s'en mêlent pas. Français et Britanniques ont ainsi appris à se parler. Mais les relations ne seront jamais à l'abri d'un nouvel échauffement, comme en 2012, autour, déjà, de la coquille Saint-Jacques. Cette fois, ironie de l'histoire, ce sont les Normands qui voient arriver leurs voisins dans les eaux tricolores. Les pêcheurs français, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'en ayant des agissements comme ça, ils pénalisent aussi des gens comme nous. Parce que les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient des bateaux arriver, des bateaux français dans les 6-12 000, ils disent « on va faire comme ils nous ont fait l'année dernière avec nos bateaux à la coquille, on va les virer, on va leur jeter des trucs, on va les... » Et voilà. Et c'est comme ça, c'est l'escalade.
D'autant qu'avec le Brexit, tout est désormais remis dans la balance. Et si les eaux britanniques devaient être interdites aux navires normands, c'est bien vers la baie de Seine que les chalutiers iraient se reporter, en concurrence directe avec leurs collègues français. Voilà donc pour cette histoire des relations conflictuelles. Richard Corbett, que vous disent vos compatriotes pêcheurs dans les ports du Sud, Penzance, Brixham, Poole? Qu'est-ce qu'ils disent les pêcheurs? Ils veulent sortir de l'Union de toute façon. La plupart d'entre eux, et en effet ceux qui ont fait campagne pour le Brexit, ont dit à nos pêcheurs, voilà, si on sort de l'Union européenne, on va pouvoir réserver tous nos eaux territoriales pour nous et vous aurez le droit de ramasser tous les poissons. Ce qui est bien entendu faux. On ne peut pas gérer une ressource commune comme la pêche unilatéralement. Les poissons ont une fâcheuse habitude de naviguer, d'aller dans... ils ne respectent pas les frontières, les poissons, c'est terrible. C'est scandaleux. Mais donc, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de gérer en commun, de négocier, de trouver des accords. Et tous ceux qui disent, voilà, on va prendre tout ça pour nous et tant pis pour le reste, c'était un mensonge. Alors, comme beaucoup de mensonges qui ont été faits dans l'histoire du Brexit, on le sait. David Cormand, les pêcheurs français, comment ils peuvent se défendre contre ça? Parce que si on ferme les eaux territoriales britanniques, c'est un drame pour la filière. D'abord, au-delà de cette question spécifique, il y a un problème général qui est la surexploitation de la ressource halieutique, quelle qu'elle soit, chez nous en Europe et partout ailleurs. Il y a un autre sujet sur lequel l'Europe aurait dû peser il y a longtemps et qu'elle doit le faire d'urgence, c'est empêcher les méga-usines de pêche. Parce qu'on autorise encore des énormes bateaux qui captent la ressource halieutique au détriment de la pêche artisanale de proximité. Et chez nous, en Normandie, on a quand même beaucoup de pêcheurs qui sont sur des plutôt relativement petits bateaux. Oui, des côtiers, pas des hauturiers. Et c'est ceux qui permettent de faire vivre une économie diffuse et non pas que tout d'un coup, il y a un bateau qui débarque, qui racle tout et qui aille transformer ailleurs au détriment de la pêche de proximité. Donc là, déjà, en dehors de cette question-là, l'Union européenne elle peut être très utile en disant on arrête le massacre avec cette surpêche, avec ces gros moyens de pêche. Sur la question que vous évoquez, et vous avez raison de dire que c'est plus compliqué que ça, les eaux les plus poissonneuses, c'est plutôt celles qui sont à proximité de la Grande-Bretagne. Mais le débouché économique, y compris des pêcheurs britanniques, c'est plutôt dans l'Union européenne. Et donc là, penser que c'est chacun chez soi, avec ses réserves de poissons à soi, qu'on va avoir une prospérité, y compris pour les pêcheurs, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient français, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut arriver à un deal et y arriver très vite, parce que si on a une sortie brusque, brutale de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, on n'arrivera pas à faire des choses intelligentes. On a l'impression d'une vraie partie de poker, Stéphane Travert, en fait. Oui, c'est parfois même un peu de poker menteur et je pense qu'il ne faut pas leurrer les pêcheurs britanniques non plus en leur faisant croire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et comme le disait notre collègue travailliste, c'est vrai que les poissons ne connaissent pas les frontières. Et nous l'avons toujours dit, aujourd'hui, l'accord global, la pêche ne peut pas être la variable d'ajustement de l'accord global sur le Brexit. Mais ça va être un moyen de pression dans les négociations, puisque Boris Johnson, il veut que tout soit prêt à la fin de l'année, ce qui est impossible. C'est un moyen de pression, et nous avons bien vu depuis des mois et des mois qu'un certain nombre d'acteurs de la pêche souhaitaient commencer à négocier. Mais nous souhaitions avoir un accord global. Aujourd'hui, à partir du 30 janvier, il restera 11 mois pour négocier. 11 mois pour faire en sorte que nous puissions trouver un accord qui permette aux pêcheurs anglais et français de trouver le meilleur moyen pour gérer durablement la ressource, assurer les débouchés commerciaux sur la transformation du poisson, et on sait très bien que cela se fait plutôt sur le côté français que sur le côté britannique. Et puis, à travers cela, c'est comment cet accord sur la pêche peut s'intégrer, bien évidemment, dans un accord global où on va traiter de la question sanitaire, des questions réglementaires, des questions fiscales et des questions environnementales. Oui, il y a une multitude de sujets à traiter. On va écouter un pêcheur de Port-en-Bessin, un patron pêcheur, le bateau L'Alliance, Jérôme Viclin, qui est patron, et il va nous parler des aides, justement, qui sont possibles. Écoutez-le. L'État français, d'entrée de jeu, a dit s'il y a un no deal, on va donner de l'argent aux bateaux pour rester le long du quai. Nous, c'est hors de question. Alors quand je dis c'est hors de question, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que c'est toute une entreprise qu'on va mettre à terre, l'équipage, notre coopérative, le gasoil, les bureaux de gestion, nos marailleurs, qui nous ont toujours suivis. On a toujours une bonne cohabitation à Port-en-Bessin avec les marailleurs, on a des bons contacts. S'il y a des bateaux qui vont en mer, à rester le long du quai, on est en train de casser toute la filière.
Ouais, c'est ça, la filière, elle disparaît, David Cormand, et il n'y a plus de pêcheurs, quoi. Oui, il n'y a plus de pêcheurs parce que, pour les raisons qu'on a déjà indiquées, hein, c'est-à-dire que la filière économique de la pêche, mais c'est vrai dans d'autres domaines liés à l'alimentation, est captée par plutôt des géants au détriment de l'activité de proximité qui en plus génère plus d'emplois et un emploi plus réparti. Donc c'est plus intéressant. L'autre sujet, et les acteurs de la pêche comme les acteurs de l'agriculture ou autres, doivent être aussi des acteurs de la sauvegarde globalement de notre environnement, et notamment de la lutte contre le changement climatique. Parce qu'on le sait, les études, ce qui se multiplient le démontrent, la bonne santé des océans est garantie par une biodiversité des océans qui soit elle-même garantie et permet de capter un certain nombre de gaz à effet de serre. Si les océans se dégradent, si la ressource halieutique se dégrade, il y a une augmentation du changement climatique qui joue ensuite sur la ressource, et vous voyez que vous avez un effet c'est un cercle pervers. vicieux, Donc, ouais. tout ça s'inscrit dans une logique qui doit être globale. Après, moi, je me méfie de... Bien sûr, il faut aider, s'il n'y a pas de deal, les artisans pêcheurs dans l'urgence. Mais attention aux pansements sur les jambes de bois. On va retrouver à nouveau Jérôme Viquelin, là, sur le report de pêche qui craignent beaucoup les pêcheurs français. Ce que j'ai peur dans le Brexit, c'est... Alors c'est le Brexit quand même, mais c'est quand même le report de pêcherie qui me fait peur. Parce que si on coupe la Manche en deux, il va pas y avoir assez de place pour tout le monde. Et quand je vois vraiment tous les chalutiers extérieurs, comme lui, les seineurs, et puis ouais, même nos amis bretons, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de quotas, il n'y a pas assez de poissons pour tout le monde. On essaye de bien la préserver, et là on va nous couper un peu l'herbe sur le pied. Richard Corbett, une fois qu'on a dit ça, d'accord, comment on négocie? Quand il y a deux parties aussi antagonistes face à face, comment on peut négocier? Il va falloir le faire. Et vous avez dit à juste titre, il y a la filière aussi. 80% des poissons captés par des pêcheurs britanniques sont exportés vers l'Union européenne. Donc il faut taxer? Alors, si le Royaume-Uni ferme ses eaux territoriales pour les pêcheurs des autres États membres de l'Union européenne, j'imagine que l'Union européenne va dire « Ah, dans ce cas, vous n'allez pas vendre vos poissons chez nous. » Alors, si on ne veut pas être perdant-perdant, il faut négocier pour qu'on soit gagnant-gagnant. Il y a un équilibre à trouver, oui. Vous êtes optimiste quand même, Stéphane Travert? Mais il faut l'être. Parce que, il vaut mieux, oui. Vous savez, en 2018, lorsqu'il y a eu ces événements en mer où les bateaux se harponnaient, on a su trouver les voies et les moyens d'un accord durable. Je pense qu'en se mettant autour de la table, avec les professionnels, il y aura moyen de trouver les accords nécessaires. Les Français ont eu un rôle majeur dans la gestion durable de la ressource. Et en cela, ils doivent servir d'exemple aussi aux autres nations, parce que c'est vrai que lorsque tout le monde va se retrouver, s'il n'y a pas d'accord et que tout le monde se retrouve dans les eaux territoriales pour venir pêcher, la ressource ne sera pas suffisante. Or, nous avons un certain nombre de nations qui ont des techniques de pêche que les Français n'utilisent pas aujourd'hui. Nous devons agir à la fois sur, je dirais, un deal sur la gestion durable de la ressource, faire en sorte que nous puissions trouver les voies et les moyens dans un calendrier respectif. Je vous rappelle que les Français, notamment sur la coquille Saint-Jacques, se sont imposés des règles. Oui, bien sûr. Des règles de zone de pêche. Une autogestion qui est remarquable. Et qui d'ailleurs, la ressource a augmenté à nouveau. Et la ressource a augmenté. On s'est aperçu que, avec ces règles de gestion que les Français se sont imposées, la ressource en coquille Saint-Jacques depuis quelques années est vraiment très bonne. Et aujourd'hui, ce sont, eh bien, je dirais, des pouvoirs économiques supplémentaires qui sont donnés à l'industrie de la pêche. Donc je crois que là aussi, Michel Barnier, pendant les 11 mois qui vont venir, va mettre, je dirais, toute son énergie, comme il l'a déjà fait, à négocier le meilleur accord possible. Et je pense que tant que les choses ne sont pas faites, il faut toujours avoir des motifs d'espoir. Mais les 11 mois qui nous attendent seront très courts, décisifs. Et je crains que ces 11 mois ne suffisent pas. Et je souhaite que l'on puisse aller au-delà, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans le 19-20 de France 3 Caen. Merci d'avoir évoqué ce sujet Brexit et pêche. On n'a pas fini d'en parler, certainement en 2020. Merci à vous de nous avoir suivis.